Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un point lecture. Je vais vous présenter essentiellement les lectures de novembre. Bon, si vous allez voir, j'ai pas des lectures extraordinaires, c'est assez moyen. Voilà, il y a des périodes comme ça où on lit et ça reste moyen dans la lecture. Bon, voilà, c'est pas non plus mauvais. Vous allez voir à chaque fois, c'est bon et c'est à la fois j'ai des choses à reprocher, des choses que j'ai aimées. Donc comme d'habitude, je commence par ce que j'ai le moins aimé dans mes lectures pour aller vers ce que j'ai le plus apprécié. Il va y avoir du roman historique, du thriller et de la fantasy, c'est parti. Alors le premier roman dont je vais vous parler, c'est À la folie pas du tout. C'est le dernier livre de M.J. Hardledge et c'est publié aux Escales dans leur collection noire. Alors, M.J. Hardledge, c'est un écrivain anglais qui a écrit toute une série de polars, de thrillers autour d'un personnage qui s'appelle Helen Grace. Moi, je ne connaissais pas du tout. Ils sont d'ailleurs sortis les précédents en poche. Alors, je sais pas qui les édite en poche. Bref. Et donc, je vois que c'est le 7e roman qui met en scène Helen Grace. Alors, moi, je ne connaissais pas ce personnage, mais ça ne m'a pas gênée. J'ai commencé par voilà, le dernier, hein, et ça ne m'a pas gênée. Donc Helen Grace, d'après ce que j'ai compris, c'est une inspectrice de la police anglaise à qui il est arrivé pas mal de trucs dans les tomes précédents. C'est à peu près résumé, donc on comprend à peu près. Après, je pense que ça peut être intéressant parce que c'est un personnage qui, à mon avis, est assez attachant, assez intéressant à suivre. Alors ce tome, il a une particularité et c'est pour ça que je pense qu'on peut le lire aussi un peu à part, c'est qu'il se déroule sur une journée et donc la temporalité, la chronologie des faits fait que c'est un tome un peu à part. On se réveille aux côtés d'Helen Grace qui va pour prendre son service dans son unité de police à Southampton et puis elle est appelée parce qu'en fait... alors non, c'est pas comme ça, elle se rend au boulot en moto et elle croise le chemin d'une femme qui est étendue à terre et qui a été exécutée d'une balle. Froidement, son véhicule a été volé, donc elle s'arrête forcément, elle appelle des renforts, etc. Donc au départ, on se pose la question, est-ce que c'est une femme qui a été victime d'un carjacking par exemple? On sait pas vraiment. Et puis en fait, on s'aperçoit que les tueurs, donc les mêmes tueurs, s'en prennent après un pharmacien dans la ville de Southampton. Ils font des tas de victimes, donc on se pose la question, est-ce que les tueurs visent au hasard ou alors est-ce qu'ils ont choisi leurs victimes? Ça, je vous laisse le découvrir. Donc ce qui est original, c'est qu'en fait on suit cette enquête heure par heure. Donc on démarre à 7h05. Voilà, et les chapitres sont très courts, on oscille entre les victimes, les tueurs, Helen Grace, son équipe. Et on va aller jusqu'au bout de la journée, c'est-à-dire jusqu'à 11h. Alors non, ça c'est le lendemain matin. Mais en gros, jusqu'au dénouement, donc ça dure sur une journée. Alors, le point fort, je pense que c'est cette chronologie qui fait qu'en fait, le rythme est haletant et qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais c'est à la fois un point faible parce que moi, je vous avoue que quand j'ai lu ce livre, en fait, je l'ai fait un peu traîner. C'était une période où j'avais beaucoup de boulot et quand j'entrais le soir... J'étais fatiguée et je pense qu'en fait ce qui serait bien c'est de le lire sur une journée, 2 jours maxi et moi en fait je l'ai laissé un peu traîner ce qui fait que c'est un peu retombé comme un soufflé. Après l'intrigue franchement elle est pas ouf. Ce qui est vraiment intéressant encore une fois c'est la chronologie, c'est la manière dont ça a été raconté par l'auteur. Cette manière vraiment de faire heure par heure. Après l'effet en lui-même, enfin je veux dire cette intrigue moi je l'ai déjà vue plein de fois dans d'autres bouquins donc voilà. Mais pour les fans d'Helen Grace vous y trouverez votre compte. Ensuite, je vais passer à un roman historique que j'ai fait en lecture commune avec 2 copines sur Instagram. Donc, il s'agit de La Dame du Ritz de Mélanie Benjamin et c'est chez Albin Michel. Il est sorti au mois de novembre. Alors, ce bouquin, comment vous dire? Je suis hyper... ouais, je vais le dire, hein, je suis hyper déçue en fait parce que je m'attendais vraiment à un roman immersif. Moi, la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment... une période historique que j'aime beaucoup retrouver dans les romans. Et je pensais que j'allais vraiment plonger historiquement, immerger historiquement dans cette période. Et en fait, oui et non. Alors oui, donc je vous l'intrigue très rapidement. On va suivre, donc au Ritz, c'est un des très grands un immense palace
place Vendôme, donc un palace vraiment très réputé à Paris, place Vendôme. Et en fait, il a été réquisitionné pendant l'occupation allemande, donc à Paris en 1940. Et les Allemands ont établi en gros leur QG là-bas. Mais le Ritz continuait quand même de tourner, il y avait le personnel et il y avait surtout le directeur du Ritz qui s'appelait Claude Ozello, qui était marié avec Blanche Ozello, qui était américaine. Et donc en fait on va osciller entre... Donc c'est centré sur le couple Claude et Blanche Ozello, qui continuent à diriger tout de même le Ritz, qui entretiennent une relation très compliquée, vous l'imaginez, très complexe avec les Allemands, sous cette période très tendue qui est l'occupation allemande à Paris. Donc on va suivre surtout le couple Claude et Blanche. Alors il va y avoir des retours dans le passé, puisqu'on va savoir comment ils se sont rencontrés, comment est né leur amour, etc. Mais très vite, on est centré sur ce couple, qui est un couple dysfonctionnel. Et moi, ça n'a pas matché dans le sens où ils s'aiment. Ils s'aiment, on nous répète qu'ils s'aiment d'un amour profond, d'un amour passionnel. Et en fait, moi, ça, je ne l'ai pas ressenti. Claude, c'est un gros connard qui trompe sa femme, mais qui lui dit, tu sais, ma chérie, en France, les hommes ont des maîtresses. Moi, la mienne, je vais l'avoir tous les jeudis soirs, c'est comme ça et pas autrement. Ouais, ok. Blanche, qui est censée avoir un caractère un peu fort, elle pète des câbles, elle s'en va, machin. Enfin, c'est un peu parfois vaudevillesque. Il y a quand même derrière tout le côté historique, mais qui selon moi passe au second plan du côté intrigue centré sur ce couple dysfonctionnel. C'est pas une romance hein, non plus. Hein. Donc on va avoir les Allemands qui débarquent à Paris, donc l'occupation allemande, la résistance. Ce qui sauve le bouquin, c'est qu'à la fin, donc il n'est pas hyper long, il fait presque 400 pages. On va dire que les 150 dernières pages, l'auteur se recentre sur les faits historiques, notamment sur les faits de résistance. Et là, ça devient super, parce que les 150 dernières pages, je les ai bouffées, c'était vraiment hyper bien fichu. On s'éloigne en fait du spectre Claude Blanche pour aller vraiment vers le côté historique et pour voir ce que les personnages ont dans le ventre, et c'est là où vraiment ils deviennent intéressants et attachants. Voilà. Donc je conseille ce bouquin si vous voulez commencer peut-être par du roman historique pas hyper compliqué. Si vous lorgnez du côté de Ken Follett par exemple, ou de romans un peu plus denses et que vous avez peur, lancez-vous peut-être, parce que ça vous donne un avant-goût du roman historique sans que ce soit trop prenant sur le reste de l'intrigue. Et puis après, vous avez quand même une belle histoire d'amour entre Claude et Blanche, mais moi voilà, j'en reste mitigée. C'est vraiment les 150 dernières pages du bouquin qui m'ont vraiment plu. Alors ensuite je vais basculer dans un autre genre, puisque je vais aller vers de la fantasy young adult, puisqu'il s'agit de The Bone Season de Samantha Shannon, et c'est le premier tome qui s'appelle Saison d'os. Ce livre il a déjà été édité par J'ai lu, donc vous pouvez le trouver en livre de poche, sauf qu'en fait J'ai lu n'a pas édité la suite, parce que je crois que c'est une trilogie. Et De Saxus, parce que j'ai oublié de vous dire que c'était De Saxus qui nous fait toujours un travail éditorial. Alors je sais que c'est la couverture anglaise, britannique, elle est comme ça, mais ils reprennent quand même des couvertures, ils font vraiment un effort, je trouve. Et moi je n'ai que la version paperback, la version hardback est encore plus belle. Donc en fait De Saxus a repris les droits pour éditer la trilogie en français en entier. Alors là aussi je suis mitigée, alors je vais commencer par les points faibles, pourquoi je suis mitigée, et après je vais vous dire pourquoi je peux vous le conseiller. Les points faibles, alors déjà l'intrigue, je vais commencer par là. On suit en 2059 Paige, qui est une anormale, entre guillemets, parce qu'elle est clairvoyante, c'est-à-dire qu'elle peut communiquer avec les esprits, avec les terres, avec l'au-delà. Les terres, E-T-H-E-R. Et en fait elle fait partie d'une organisation criminelle, puisque ces gens-là en fait sont chassés de Londres, là où elle habite, sont chassés de tous les pays, pour être parqués un peu, hein. C'est un peu, il y a un côté... je fais un peu le rapprochement avec l'antisémitisme, hein, c'est un peu la même chose. Et donc elle travaille en fait pour la pègre, pour un certain Jackson Hall, qui met à profit alors ses talents de clairvoyante, puisqu'elle peut communiquer avec les esprits. Et en fait, un jour Paige va être capturée, elle va être envoyée dans une prison, dans un pénitencier, où on enferme tous les anormaux pour servir une entité supérieure. Voilà.
Et en fait on va suivre, les premiers chapitres, on suit Paige à Londres, sa vie à Londres, et ensuite on bascule tout de suite dans la colonie pénitentiaire où elle va être notamment prise en charge par un personnage qui va devenir à la fois son bourreau et son bienfaiteur. Voilà, pour résumer très rapidement. Alors pourquoi ça l'a pas fait avec moi? Parce que déjà c'est du young adult. Faut le savoir. C'est un bouquin que je destine à des lecteurs à partir de 15-16 ans facilement. Contrairement, vous vous rappelez, je vous avais parlé il y a quelques temps de Nevernight où là c'est vraiment adulte. Là vous pouvez y aller si vous êtes voilà, si vous avez 15-16 ans, vous pouvez y aller, c'est pour vous. Donc moi je pense que j'ai un peu dépassé et que ce schéma d'intrigue, je mets pas du tout en doute, hein, n'allez pas dire là elle... Non c'est pas ça, c'est que moi je crois que maintenant je suis un peu vieille pour ce genre de bouquin et j'en ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune et qu'en fait l'intrigue qui est sous-jacente, que j'ai sentie à 3 km, bah elle m'a pas plu parce que je l'ai sentie à 3 km et que c'est une intrigue que j'ai beaucoup vue et qui me lasse. Après, ce que je n'ai pas aimé non plus, c'est qu'on est dans un univers où on est projeté directement, mais on ne nous explique rien. Et on apprend des choses au fur et à mesure, des choses très intéressantes, mais en fait, moi, pendant tout le long du bouquin, je me suis dit, mais purée, Paige, c'est quoi son boulot? Je comprenais pas ce qu'elle faisait, pourquoi Jackson Hall l'employait, à quoi il employait ses talents. Et vous voyez, moi ça m'a bloqué. Parce que je me suis dit, mais en fait, pourquoi ils sont chassés de Londres et ils sont dangereux, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils arrivent à faire? Est-ce qu'ils arrivent à, je sais pas moi, à communiquer, à rentrer dans l'esprit des gens, à leur soutirer des informations, à leur prendre du fric? J'en sais rien. J'ai pas compris, en fait. Et ça reste très mystérieux, très nébuleux. Donc c'est un premier tome, donc je me dis que ça va peut-être être développé par la suite. Hein. Et puis voilà, l'intrigue avec... Bon, je vous spoil un peu, mais c'est pas non plus du spoil. Le fait qu'elle noue une relation assez particulière avec son bourreau, je l'ai appelé bourreau bienfaiteur, moi ça m'a saoulée. En fait ça m'a gavée parce que c'est vraiment un schéma que j'ai vu 50 000 fois et je me suis dit purée ça va partir là, et c'est parti dans ce sens là et ça m'a pas trop plu. Voilà. Il y a une nouvelle à la fin, une nouvelle inédite qui s'appelle La Rêveuse Pâle, et ben je vais vous dire, j'ai préféré la nouvelle qui fait 150 pages au bouquin parce que dans la nouvelle on est centré sur Paige à Londres et sur ses activités de clairvoyante et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant parce qu'en fait on nous dit clairement ce qu'elle fait et comment ça se passe. Alors maintenant les points forts. Donc si vous le young adult vous aimez ça, allez-y foncez, ça va être votre cam. Moi c'est pas la mienne mais ça va être vraiment pour vous parce qu'il y a tout les ingrédients qui font que ça va vous plaire, l'intrigue qui moi ne m'a pas forcément plu. Après l'univers, c'est vraiment un univers, je vais pas cracher dans la soupe, c'est un univers hyper complexe, hyper développé. Moi ça a manqué d'explication, mais je pense que ça peut vous plaire, ça peut vous correspondre parce que Samantha Shannon, elle développe toujours un univers, déjà avec le prix Heureux de l'Oranger que j'avais lu l'année dernière, elle a vraiment une imagination sans borne, elle développe vraiment un univers très complexe. Et puis je pense que la relation entre les deux personnages, je me souviens plus comment... Ah, c'est Arcturus, je crois. Ouais, c'est Arcturus et Paige, c'est une relation qui peut plaire vraiment à beaucoup. Donc c'est pas parce que mon avis est plus mitigé, plus tranché qu'il faut pas se diriger vers ce bouquin parce que je pense qu'il peut plaire vraiment à un plus grand nombre. C'est juste que maintenant je suis bien trop vieille pour ça et que j'ai un petit peu dépassé ce genre de bouquin et que ça me lasse. Voilà. Mais allez-y. Ça reste quand même un bon bouquin selon moi de young adult. Je retourne dans le thriller, donc je change de style avec Tombes oubliées de Preston et Child. Donc c'est le dernier Preston et Child, un duo d'auteurs américains que j'aime beaucoup et c'est publié chez l'Archipel. Alors ici, on ne suit pas l'inspecteur Pendergast, mais on va suivre une archéologue qui s'appelle Nora Kelly, qu'on a déjà croisée dans les précédentes aventures, mais c'est un premier tome, donc ça démarre une première série. Donc elle est archéologue en Californie, me semble-t-il, et un jour elle est approchée par un certain Clive Benton, pardon, qui est historien, et qui a retrouvé en fait un vieux journal, et dans ce vieux journal, il y a la localisation d'un trésor qui aurait appartenu à des pionniers qui en 1847 ont effectué une traversée pour en fait rejoindre la Californie et en fait ils se sont retrouvés coincés dans les montagnes rocheuses
Sauf qu'en fait, l'hiver, c'était la fin de l'hiver, il a fait très froid d'un coup, la neige est tombée, et en fait ils ont dû établir un campement. Et ce qui fait que ce campement est connu, c'est qu'ils ont dû s'entre-dévorer, donc se livrer au cannibalisme, pour bien survivre. Et donc on l'appelle le campement maudit ou le campement perdu, et une légende raconte que des pionniers auraient caché une montagne d'or. Donc Nora Kelly se retrouve embarquée dans cette histoire parce que elle, d'un point de vue scientifique archéologique, elle veut retrouver le campement perdu. En même temps, si on peut faire la main basse sur un petit trésor au passage, on crache pas dans la soupe. Donc voilà Nora Kelly embarquée avec Clive Benton et des cow-boys qui les escortent parce que c'est vraiment paumé. En plein cœur des montagnes, je crois que c'est des montagnes rocheuses, ou je sais plus. Bref. Et donc, on va suivre Nora Kelly dans son... Donc il y a un petit côté de Tomb Raider, où elle va faire ses fouilles archéologiques, qu'est-ce qui est arrivé en fait aux gens, est-ce qu'ils se sont vraiment entre-dévorés. Donc il y a un côté très, très archéologique, très scientifique, très intéressant. Et puis à côté de ça, les gens qui sont employés sur le campement là commencent à tomber comme des mouches, c'est-à-dire qu'on commence à les tuer. Donc qui est derrière ces meurtres? Pourquoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut récupérer le trésor? Est-ce que c'est autre chose? Il y a plein de légendes, plein de mythes qui tournent autour de ce campement perdu. Donc c'est vraiment typiquement le roman d'aventure qui remplit le job à fond, qui vous vide la tête. D'ailleurs je l'avais lu avec Taylor Lamouette, qui je vous invite à aller voir son... Elle a une chaîne également. Moi j'ai bien aimé le petit côté Tomb Raider parce que Nora Kelly, je trouve que... Voilà, moi j'ai imaginé Lara Croft à la place de Nora Kelly. C'est hyper intéressant parce que c'est quand même basé sur des faits historiques véridiques, donc ce campement perdu qui a existé. Alors, il n'y a que la fin où je trouve que franchement ils se sont pas foulés. Moi l'explication finale, franchement je l'ai pas vu venir, mais alors je me suis dit mais ils sont allés chercher ça où? Je crois que c'était pas du tout cohérent avec le reste du bouquin. C'est expédié en 2 chapitres, voilà. Bon, hormis la fin qui m'a un poil déçue, vous pouvez y aller, ça peut être un très bon compromis pour vous sortir d'une panne de lecture, et puis surtout, c'est toujours écrit avec Preston Eichel, donc il y a toujours de l'humour, il y a toujours des références, c'est toujours érudit, sans être pédant. Vous pouvez y aller, c'est vraiment un bon bouquin d'aventure, et je vous le conseille. Et je termine avec un bouquin... Alors je pensais que ça allait être un coup de cœur, mais c'est pas un coup de cœur, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est un très 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 bon livre que je peux vous recommander. Il s'agit de Retour à Rédemption de Patrick Graham et c'est chez Pocket. C'est un bouquin qui est sorti il y a quand même un petit peu de temps, moi je l'ai trouvé d'occasion et je l'ai, mais je l'ai bouffé. C'est génial. Alors, on est avec, je trouve du problème avec les noms, Peter Shepard qui est un avocat très renommé à San Francisco, il a une femme, il a des jumelles, tout va bien dans sa vie. Et puis un jour, sa femme part, comme chaque année, elle va rendre visite à sa tante dans le Nevada. Et en fait, sa femme se fait... c'est terrible. Se fait prendre en chasse, elle se fait... C'est dur à vous dire parce que c'est le premier chapitre et ça vous en envoie en plein dans le pâté. Bref, il se passe un drame. Vous allez deviner quoi, je le dis pas, mais... sa femme et ses fillettes. Peter Shepard est donc dévasté. Je vous dis pas comment ça se passe le drame. En gros, elle meurt, je vous dis pas comment. C'est dans le premier chapitre, ou le deuxième chapitre. Et déjà, dès le début, je me dis, mais putain, mais il nous fait quoi là? Ouah, ça part loin. Et en fait, on va avoir une alternance entre le présent de Peter Shepard et son passé, parce qu'avant d'être un avocat très réputé, Peter Shepard a eu une adolescence plutôt tumultueuse, puisqu'il a été, on va dire, incarcéré, on pourrait dire ça, dans un camp pas un camp, un camp de redressement, en fait, qui s'appelle Rédemption. Un camp de redressement qui a été délégué à une sorte de gourou, un évangéliste, mais complètement frappé. Et c'est que des gamins cabossés. Alors ça peut aller du gamin qui a tué sa mère, au gamin qui a fait un braquage, à la gamine qui a été violée. Vous voyez, tout est brassé, en fait, tout est brassé. C'est juste, on considère juste que ces gamins sont dysfonctionnels, donc on les fout dans ce camp. Ils font des travaux toute la journée, ils sont au champ, ils vivent comme des prisonniers en fait. Et puis on va les suivre dans ce camp de redressement, c'est effroyable. Et on va avoir en fait un jeu de passé-présent entre la vie actuelle de Peter Shepard, parce que son passé se rappelle à lui, douloureusement,
est-ce qui s'est déroulé dans ce camp à Rédemption. C'est ouais, c'est assez hard, c'est violent. En même temps, on a envie de savoir parce que Peter Shepard il va nouer des amitiés incroyables au sein de ce camp. Il y a tout, c'est dingue. Je l'ai dévoré, je l'ai bouffé. Alors il n'y a que la fin qui m'a posé problème parce qu'à un moment donné, je vous cache pas qu'à un moment donné ça part un peu en cacahuète. Moi j'ai remarqué un truc que jusqu'à un certain moment tout semblait assez cohérent, assez réaliste, puis à un moment donné ça part en cacahuète. Et dites-moi si vous l'avez lu, parce que moi j'ai vraiment une hypothèse par rapport au dernier chapitre. Et je me dis si ça part tant en cacahuète dans un truc un peu, vous savez, ça part à l'américaine, tout le monde se tire dessus, machin. Moi j'ai une théorie là-dessus. Et j'ai pas réussi à trouver quelqu'un sur Instagram pour me dire ah oui, je partage tes doutes ou... Voilà, moi c'est pour ça que je mets pas en coup de cœur, parce que j'ai quand même ce doute à la fin de cette... C'est pas une fin ouverte, mais de cette hypothèse qui fait qu'on remet tout le roman en question. Donc si mon hypothèse est juste, ce serait un coup de cœur. Si c'est faux, je me suis trompée et que ça part en effet en cacahuète, ouais, je serais quand même un poil déçue par cette fin. Mais franchement, vous pouvez y aller parce que c'est un roman, je vous assure, vous ne vous ennuierez pas. Il est excellent, c'est très bien écrit. Et alors c'est d'une fulgurance d'un bout à l'autre. Voilà. Bah écoutez, c'en est tout pour mon petit point lecture. Donc je vous ai montré 5 bouquins, je crois, voilà. Je crois que vous avez quoi faire. Donc vous avez vu, c'était à la fois du... En fait, rien n'était mauvais. J'ai pas eu de lecture en disant ouais c'est bon, je laisse tomber, c'est nul. Mais c'était toujours un peu mitigé. J'ai toujours un truc à redire quoi. Mais bon, voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi. Si je vous ai donné envie de lire ces bouquins ou au contraire si pas du tout. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre mes vidéos. Je suis également sur Instagram, donc vous êtes nombreux à me rejoindre et je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, c'est toujours avec plaisir que j'échange avec vous. En tout cas, d'ici là, je ne sais pas si je retournerai une vidéo, donc si vous voyez cette vidéo qui sera postée dans la semaine, au courant de la semaine prochaine, je vous souhaite quand même de belles fêtes de fin d'année. On s'accroche, 2020 c'est bientôt la fin. Et puis de belles lectures, parce que c'est ça aussi qui nous sauve un peu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao.